Bonjour Abnous Chalmani, merci d'être avec nous. Et puisque cette émission s'appelle Les enfants de la République, il y a une question simple. Qu'est-ce que représente la République pour vous? Oh. Vous qui êtes né en Iran et qui êtes arrivé en France à l'âge de 8 ans. Eh bien, bonjour et merci de m'inviter. La République, moi j'aime bien revenir aux faits et à la pure réalité. La République, c'est avant tout la chose publique. Et c'est ce sentiment que j'ai à chaque fois avec la République, c'est la possibilité pour tout le monde de pouvoir exprimer sa voix. Je suis une fanatique de la démocratie représentative, du vote. À chaque fois, je suis émue quand je vais voter. C'est la possibilité de pouvoir se tromper et changer notre gouvernement. C'est la possibilité de pouvoir sanctionner par les urnes. Et c'est la possibilité de ce que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire le débat contradictoire pour arriver à un compromis qui rend tout le monde heureux. On en parlera après, tout ce qui n'existe pas en Iran, quoi. Hein, à peu près. À peu près. Alors, donc, la République est en vous, hein, vous venez encore de le rappeler. Les valeurs de la République sont aussi en vous. Et donc, pourtant, comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, vous êtes né en Iran et vous êtes, comme vous l'avez écrit aussi, une métèque. Hein, on parlera de votre livre Éloge du métèque. Alors que reste-t-il chez l'Abnous Chalmani de 2021 de l'enfant né, de la petite fille née en 1977 à Téhéran, sous le régime du Shah? Et quel souvenir avez-vous aussi de la révolution islamique dans votre tête? Oh là là, tout ça, ce qui reste de la petite fille en Iran, paradoxalement, ou peut-être pas, c'est espèce de désir absolu de liberté. C'est que je crois que mon enfance m'a appris sous le joug des barbus et des corbeaux, m'a appris et également du Shah ou pas? J'ai moins de souvenirs, c'est-à-dire que c'est comme beaucoup d'Iraniens aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis né en 77, la révolution islamique est arrivée en 79, c'est allé très Vous très aviez vite. 2 ans, hein? J'avais 2 ans. Après, je commençais à avoir des souvenirs assez tôt, c'est tellement c'était traumatique. Évidemment, maintenant pour beaucoup d'Iraniens qui ont vécu l'avant-après, le Shah, ça correspond à des fêtes, ça correspond à des décolletés, ça ressemble à des femmes comme mes tantes avec leurs longs cheveux, avec leurs belles robes colorées. Et du jour au lendemain, Khomeini est arrivé. Et la ville de mon enfance s'est recouverte de noir, tout simplement. Et pourtant, d'ailleurs, le Shah, ce qui avait marqué la fin du règne du Shah, d'ailleurs, quelques années avant, Persépolis. Hein. Ah bah oui, Persépolis, les fameuses fêtes de Persépolis. Vous n'étiez pas encore né. Non, j'ai la famille qui y était, moi j'étais pas encore née. C'est vrai que ces fêtes-là, on a vu le Shah boire du champagne, ça a été des images, pas sur le coup. Après coup, ont été exploités par les barbus pour dire regardez ce mécréant. Mais c'est vrai que ça a coûté une fortune. Vous avez toutes les têtes couronnées, vous avez tout ce que le monde compte de personnes importantes qui étaient là. Une opération de communication quelque part. Hein. Alors, comment vous vivez, Abnous Chalmani, cet exil de 37 ans? Comment on peut être heureux? Est-ce que vous êtes heureuse dans l'exil, en exil? À partir du moment où vous acceptez de vivre toute votre vie le cul entre deux chaises, oui, vous êtes heureux. Et c'est entre deux, ce cul qui est toujours entre deux chaises, c'est à peu près pour moi le lieu du désir. C'est que la seule chose qui vous tient, c'est le désir. Et quand vous l'acceptez, quand vous acceptez cette individualité, cette singularité-là, bah, vous pouvez être que heureux. Et il faut quand même le dire, on n'est pas venu s'exiler n'importe où. Mon père avait cette expression où il disait toujours, tant qu'à être dans la merde, autant l'être au pays de Victor Hugo. Et je trouve que ça tient, c'est exactement ça. Donc moi, je suis arrivée en France, je me suis retrouvée plongée dans la culture française, je suis tombée amoureuse de la langue française. Et à travers cette langue française, en plus, j'ai eu accès au monde. C'est un pays où il y a une politique de traduction extraordinaire. Donc, quelque part, à travers les livres et la littérature, le monde entier venait à moi. Donc, comment ne pas être heureux dans un pays comme la France? Alors, comment ne pas être heureuse dans un pays comme la France? On va parler justement de votre arrivée en France et de votre passion de la lecture, de la littérature, de la culture française. Mais d'abord, donc, il y a l'Iran. Comment vous regardez l'Iran d'aujourd'hui? Puis aussi, on est 20 ans après les attentats du 11 septembre. Bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les talibans sont de nouveau les maîtres du pouvoir à Kaboul. Tout ce qui était en place le 11 septembre 2001, eh bien, il est de nouveau en place aujourd'hui. Bon, les talibans, le trafic de drogue, le poids, voire la complicité du Pakistan et de ses services secrets, et puis un jeu aussi toujours trouble du Qatar. Comment en est-on arrivé là, Abnous Chalmani? Est-ce que c'était possible d'aller ailleurs qu'ici? C'est très compliqué parce qu'en 20 ans, les talibans n'ont pas changé du tout, malgré ce qu'on présente à chaque fois en disant ils ont changé. Non seulement c'est les mêmes bonhommes, mais quand eux sont morts, bah, c'est leur fils. Donc ça règle le problème. Ils ont pas changé. Vous avez vu, moi j'ai lu un papier qui m'avait quelque part un peu surpris, un peu choqué.
c'est dans le monde les talibans modérés. Oui, c'est extraordinaire. Non, mais déjà, on a eu l'islamiste radical, ce qui n'a pas de sens. Un islamiste est de fait radical, sinon c'est un musulman, donc ça règle le problème. Donc déjà, on se sent obligé, on se sent obligé maintenant de charger des mots qui sont déjà chargés. Non, la différence, c'est nous avons changé. C'est-à-dire, comment est-ce que le Pakistan a pu continuer comme ça à non seulement héberger les talibans, mais à continuer à avoir des camps d'entraînement. Toute la zone tribale à la frontière avec le Pakistan est infestée d'islamistes dangereux. Et effectivement, si les talibans aujourd'hui en Afghanistan disent nous, on n'a pas Al-Qaïda, non, ils seront dans cette bande de zones tribales et continueront de là de piloter des attentats. Et le Qatar, plus qu'un jeu trouble, le Qatar finance le Hamas, le Qatar finance les talibans, le Qatar a fait pire que ça, il leur a appris comment communiquer, il leur a appris le principe de la vitrine, il leur a appris comment il fallait tenir un discours, le fait de dire inclusif permet au monde de dire taliban modéré. C'est extraordinaire qu'on n'a aucune preuve d'inclusion, quel qu'il soit. La communication. C'est là, exactement, c'est le Qatar qui apprend ça. Mais le Qatar, de toute façon, est un pays traumatisé par l'invasion du Koweït. Et de ce jour-là, c'est pour ça que l'émir Hamid Al-Thani a destitué son père, c'est qu'il voulait trouver une solution, prendre la place. Il parle à tout le monde. Le Qatar parle à tout le monde. Tous les salafistes du monde entier, tous les frères musulmans sont réfugiés au Qatar à une seule condition, c'est qu'ils ne fassent pas de militantisme sur le sol Qatar. Sur du sol du Qatar, mais le Qatar qui en fait ailleurs. Exactement. Et éventuellement via le sport. Hein. Bien sûr, le sport, le Paris Saint-Germain, les mondiaux d'athlétisme en 2019, la Coupe du Monde en 2022. C'est très très malin. Ils ont même monté un musée d'art islamique, ce qui est complètement en contradiction avec le wahhabisme qui est appliqué là-bas. Mais ça a été les premiers. En 2008, ils ouvrent un musée d'art islamique. C'est que normalement, chez les wahhabites, vous dites art, on sort un revolver. Et là, ils ont été assez malins pour réussir à se protéger par la culture, par le sport, par cette espèce de soft power d'une intelligence pas possible. C'est là où nous avons changé. C'est qu'il y a 20 ans, on était tétanisés par les islamistes. Aujourd'hui, on est capable de leur tenir la porte et de dire peut-être qu'on peut discuter. Eh bien, je peux vous dire, on ne discute pas avec les islamistes. Il ne faut pas discuter. On fait de la diplomatie. La diplomatie. Quand vous dites on ne discute pas, ça veut dire il ne faut pas discuter avec eux. C'est plus fin que ça. C'est-à-dire que la diplomatie sert à parler avec des gens avec qui on ne dînera jamais. Donc il est nécessaire pour pouvoir soutenir une opposition, pour pouvoir continuer à faire sortir des gens qui sont en danger, pour pouvoir aider des filles à continuer à aller à l'école. On a besoin de peser. Si on n'y est pas, ça sera les Chinois, les Russes, avec leurs alliés iraniens et turcs. D'ailleurs, au contraire d'il y a 20 ans, l'Iran a décidé de commencer à parler, à faire de la diplomatie avec les talibans, alors qu'il y a 20 ans, il est rentré en guerre contre les talibans. Nous, ce que nous avons faire, c'est qu'on n'a pas à négocier avec les islamistes, mais nous devons leur parler à travers ce qu'on appelle la diplomatie pour essayer de sauver les meubles et pour éviter que les Russes et les Chinois, comme partout ailleurs, prennent la place. C'est-à-dire là, c'est la fin de toute l'universalité des droits et toute la fin de toutes les pressions qu'on peut avoir sur des pays qui peuvent devenir des sources de danger direct pour nous. Alors, retour sur votre parcours, Nouch Chelmani. Vous arrivez en France, c'était en 1985, vous avez 8 ans, et là, votre père... il vous impose tout de suite d'apprendre le français. Vous m'avez raconté ça. Hein. Oui. C'est assez émouvant, d'ailleurs. Oui, c'est assez joli. Février 85. Février 85, j'étais inscrite à l'école pour le mois de septembre. Premier jour d'exil, 6h du matin, le réveil. Juste le lendemain de votre arrivée. Le lendemain, j'avais pas encore fini, parce que ça, on a une pénurie de bananes en Iran. Il n'y en avait plus, c'était juste le cadeau. Moi, j'adorais les bananes. Et donc, on est arrivé, il y a évidemment plus de charcuterie. Vous imaginez, on est une famille athée. Donc, on mange beaucoup de charcuterie. Et on est arrivé pendant le premier jour, on n'a mangé que de la charcuterie et des bananes. C'était assez amusant. J'avais même pas encore fini de digérer mes 2000 bananes que j'avais mangées. Et là, votre père me vous réveille en iranien, en persan. En persan, il me réveille, il sort Les Misérables de Victor Hugo, un dictionnaire franco-persan, et me dit on y va, on va apprendre le français. Et lui, il parlait ensemble. français Mais non, il baragouinait, il était meilleur en anglais, il parlait un bon anglais, mais pas le français, puisque les Iraniens étaient plus anglophones, et l'idée... Mais il y avait aussi, une partie de ma famille est partie, de toute façon, plus aux États-Unis, à Los Angeles. La population iranienne, notamment la bourgeoisie. La bourgeoisie était plutôt francophone, ce qui est normal, elle faisait comme les Russes, j'allais dire. Vous savez, les Russes qui parlaient à l'époque de Napoléon, à Saint-Pétersbourg et à Moscou, qui ne parlaient pas russe, mais français. La famille du Shah d'Iran parlait... Exactement. Bien sûr, en plus, elle avait fait Faradiba, avait fait ses études en France. Donc, on avait, une de mes tantes parlait couramment le français, mais moi, pas du tout. Et on a commencé à vraiment faire... On a décrypté des hiéroglyphes, ce qui étaient des hiéroglyphes, cette langue française qui allait devenir, j'allais dire, l'instrument de mon émancipation, de ma joie et ma grande consolation. On a décrypté comme ça, en allant chercher dans le dictionnaire, donc, peut-être, mais, même mais, et yes, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et alors, hein, février, vous arrivez, septembre, ça fait quoi, 7-8 mois. En 7-8 mois,
vous apprenez le français. Ouais, je comprenais. Vous arrivez à l'école. Ouais, hein, je suis pas perdue. Mais alors, à l'époque, il y avait les classes de CLIN. Ouais. C'est des classes qui étaient réservées aux enfants de CP jusqu'en CM2 d'origine étrangère. On apprenait le français. On avait remarqué que j'étais très bonne en maths, donc je montais en cours de CE2 pour les cours de maths, tout ce qui était scientifique, machin, et je redescendais à perfectionner mon français. Donc en un an, j'étais armée et j'ai commencé officiellement ma scolarité par le CM2 et je n'ai jamais redoublé. Et c'est ce qui a fait de vous, comme l'a chanté Maurice Chevalier, une excellente française. Exactement. Hein, c'est exactement ça. Et puis, il y a eu très vite chez vous l'amour de la littérature française, de la culture française, des auteurs français. Ah oui, ça Ça, vous l'avez eu en vous l'avez toujours en vous. Ah bah oui, c'est-à-dire que quand même, on a oublié, parce qu'on passe son temps à se détester, de culpabiliser, d'avoir été ce que nous avons été, d'être ce que nous sommes. Mais, je veux dire, juste cette date, en France, l'esclavage a été définitivement aboli en 1848. En Iran, c'était en 1929. En Arabie Saoudite, qui n'est toujours pas aboli officiellement, c'est dans les années 60, dans les années 80. En Mauritanie, ça a été en 92. C'est délirant. Je veux dire, la culture française n'est pas une culture fermée, c'est une culture qui est ouverte, c'est une culture qui permet à chacun de s'y retrouver. Pourquoi Les Misérables est autant lu par des prisonniers politiques à Pékin qu'en Israël, qu'en Iran, qu'au Pérou, qu'au Venezuela? Pourquoi? Comment c'est possible? Quelque chose écrit dans une langue française qui concerne l'histoire française arrive à faire vibrer tellement de gens. Et ben c'est bien que la culture française a quelque chose à nous offrir de plus. Quand votre père vous ouvre le livre de Victor Hugo, c'est lequel? C'est Misérables. C'est Les Misérables, hein, c'est ce que je voulais vous entendre dire. C'était Les Misérables. Et donc, voilà, vous l'avez toujours en vous. Oui. Et votre père, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il se dit? Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit rien du tout, mon père. Il dit on étudie. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose que des parents ont oublié, c'est que le plus beau cadeau qu'ils peuvent faire à leurs enfants, c'est le goût de l'étude. Et je dis bien de l'étude. C'est un espèce de plaisir d'apprendre. Chaque page qu'on tourne est un plus, est une découverte, et surtout c'est quelque chose qui vous arme pour l'avenir. Et ça, c'est quand même incroyable. Je crois qu'à partir de ce moment-là, j'allais dire j'étais foutue. J'étais foutue pour l'Iran, mais j'étais gagnée pour la France. Alors quelques années se passent, et je crois que vous avez été attiré par la littérature libertine du XVIIIe siècle. À quel âge? Je dois avoir 13-14 ans. 13-14 ans. On est arrivé. Jeune, on est arrivé, mais bien sûr, vous savez, l'exil a cet avantage-là, il vous grandit très très vite. Et vous mûrissez sous le coup de l'exil. Et puis, quand même, arrivé à 8 ans, j'avais déjà connu une révolution, une guerre, les bombardements, plus un exil. Ça vous grandit très très vite. Oui, et d'ailleurs, j'ai oublié de vous poser une question. Hein, la révolution iranienne. Oui. Premier souvenir que vous avez de cette révolution, je crois que c'est dans une cour d'école. Exactement. C'est quoi? Exactement. C'est à 6 ans, je suis bien obligée d'aller à l'école. Et là, il n'y avait que 3 couleurs autorisées pour les enfants. Je parle bien d'enfants. Le noir, le bleu marine et le gris. Ma mère, affolée d'habiller sa fille en noir, a dit mais je ne peux pas l'habiller de mort. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve le tissu le plus clair possible. Donc j'avais une cagoule qui descendait jusque-là, une robe 6 ans jusqu'au genou, plus un pantalon. Et on m'envoie à l'école comme ça. Moi qui avais été une gamine extrêmement libre, extrêmement aimée, choyée, on avait expliqué que la chose la plus importante, c'était la liberté. J'adorais être pieds nus. Je me retrouve avec des chaussures fermées, ça. Je sors de cours. Je pense que l'innocence de l'enfant en moi a hurlé. Résultat des courses, je me suis foutue intégralement nue. J'ai traversé la cour cul nu. Les gorbeaux avec Lord Shador m'ont couru après. Manque de bol. Vous les appelez les corbeaux. Les corbeaux. Il y en a une qui s'est cassée la gueule. Et là, vous avez 6 ans. Vous faites tomber un adulte qui tombe comme ça sur ces tissus horribles, mais ça avait trouvé mon jeu. Donc jusqu'à l'enclenchement de la guerre contre l'Irak, donc pendant un peu plus d'1 an, j'ai continué tous les jours à courir connu. Ça devenait un enfer. On m'attendait, je trichais, enfin, c'était devenu... Bon, alors, après, quelques années passent, vous arrivez en France, littérature libertine du XVIIIe siècle. Il fallait que c'est un lien avec ça? Mais je pense qu'il fallait, inconsciemment, je devais donner un sens à ce cul nu. Et que la littérature libertine du XVIIIe siècle, la Révolution française, il faut quand même se le dire, n'aurait pas été possible sans le travail qu'a fait la littérature libertine, d'aller, j'allais dire, travailler les esprits. Ce qu'a fait la littérature libertine, c'est d'aspirer... Exactement. C'était d'aspirer les préjugés. C'est le parallèle qu'on peut faire avec le Moi, je me suis l'Iran retrouvée... ou d'autres pays. Hein, on aurait remplacé curé, église par mosquée, mollah. Moi, j'avais... la vie, mode d'emploi dans la littérature libertine. Thérèse philosophe de Boyer d'Argent, c'est incroyable. C'est un roman d'initiation. C'est une gosse qui est en train de devenir anémique tellement elle est enfermée dans les préceptes, les interdits de l'exil, les dogmes. Et tout d'un coup, sa mère pense la confier à une femme vertueuse, mais au fait, c'est une libertine qui a pour amant un évêque. Et là, ils lui font son éducation sexuelle et surtout intellectuelle. Le corps ne veut pas être libre sans la tête, etc.
Ah bah plus que ça, c'est que j'ai fait mon initiation avec eux et j'ai compris une chose fondamentale, c'est qu'on ne peut pas libérer le corps sans la tête et vice-versa. Il y a quelque chose de révolutionnaire on ne là-dedans. peut pas libérer le corps sans la tête et la tête sans le corps. Et pourquoi d'ailleurs, c'est la conséquence de ce que vous venez de dire, pourquoi ce problème avec la femme et le sexe d'ailleurs, dans toutes les religions. Dans toutes les religions. Y compris chez les bouddhistes. On présente toujours les bouddhistes comme ils sont toutes les religions, monothéistes ou pas, parce qu'on a tendance à dire ça ne concerne que les monothéistes, mais toutes les religions. Parce que je pense que le corps de la femme étant un lieu du désir, lieu de génération, l'œuvre de génération évidemment passe par le corps des femmes, en même temps ce lieu de désir. Je veux dire, depuis que l'homme a compris et la femme ont compris la différence entre eux, c'est vrai que le corps féminin a été réduit soit à son aspect de plaisir pur, soit à son aspect indispensable de renouvellement des générations. Et que du coup, c'est retrouvé coincé entre la pute et la mère. Et je pense que c'est très compliqué de sortir de ces configurations-là. Ce qu'a fait, et on ne se rend pas compte à quel point la Révolution française, c'est d'expliquer que non seulement une femme, la littérature libertine nous explique ça, peut être mère, mais sans du tout capituler sur le domaine de plaisir que c'est. Et qu'il est absolument malsain de réduire la femme juste à son sexe comme de réduire l'homme à son sexe. Ça a commencé au XVIIIe siècle en France. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'entendre les néo-féministes, je me dis, mais relisez le XVIIIe, relisez. Justement, ça me conduit à vous parler de ça. J'ai l'impression, en vous lisant, en ayant lu un certain nombre de tribunes que vous avez signées ou publiées, que pour vous, les féministes se sont fourvoyées sous trompe de combat. Et vous avez écrit notamment vous avez signé avec Catherine Deneuve et Peggy Sastre, et après la vague MeToo, au début de la vague MeToo, c'était en janvier 2018, cette tribune pour la liberté d'importuner des dragueurs, et vous avez fustigé avec cette tribune ce que vous appeliez la vague purificatoire. Alors d'abord, et c'est ça notre grande engueulade avec le monde, la tribune avait comme titre « Des femmes libèrent une autre parole ». Et ils ont décidé d'aller prendre un chapitre, exactement. On a reçu des milliers de menaces de mort, de menaces de viol, ça a été d'une violence inouïe, et que ce n'était pas le titre. Nous, on trouvait que c'était très bien que des femmes osent aller dire tel homme m'a violée, mais tel homme m'a agressée. Moi, je trouve ça plus que légitime, mais pour moi, ces choses-là se passent au commissariat et en justice. Et c'est la seule manière de faire avancer les choses. Cette manière de balancer des noms, des faits, mais sans filtre, et de mettre des gens dans une situation mais absolument dramatique, qui doivent après se justifier de leurs enfants, on a le droit. Je veux dire, on ne se rend pas compte. Il faut vraiment venir, être originaire de pays où le droit n'existe pas, où la justice est piétinée, pour trouver que c'est formidable de balancer le nom de coupables sur les réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose... De coupables ou de présumés coupables? Ou de présumés coupables, mais là, ils sont présentés comme coupables. Il n'y a même plus de présomption. C'est lui, coupable, point. Et moi, j'ai toujours peur, ayant vu comment est-ce que les mollahs sont arrivés, comment ils ont réussi à gangréner toute forme de liberté, que ce soit de parole, de mouvement, de corps, d'idées. Je me dis, mais ça va très très vite. Et moi, des gens qui commencent à me parler de purification, je ne peux pas. Ça finit toujours en charnier. Ça finit toujours en charnier. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous parlez de mollahs, les nouveaux mollahs, peut-être que c'est un peu dur, compliqué de parler comme ça, ce sont une partie des féministes? Non, je dirais pas nouveau mollah. Je pense qu'il y a un féminisme qui est légitime, qui est ce que je considère mon féminisme. Oui, qui est un féminisme, disons, égalitaire. Je trouve qu'à travail égal, une femme mérite évidemment un salaire égal. Je pense que l'avortement est indispensable dans le sens où c'est la maîtrise de notre corps. Et ça a été une révolution, l'avortement. C'est l'avortement qui nous a permis de pouvoir contrôler le calendrier de nos vies, ce qui est quand même pas rien. Je veux dire, là, tout d'un coup, on s'est retrouvés, mais d'une manière radicale à égalité avec les hommes. C'est mon corps, c'est moi qui choisis. C'est énorme. Aujourd'hui, moi, un néo-féministe qui n'explique que maintenant, le combat féministe tient à un tiré et à une écriture illisible. Alors, donc, l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, ça n'a pas de sens. Et quand je pense qu'en le persan ou le turc, il n'y a pas de masculin, féminin, vous trouvez franchement que c'est des sociétés ultra égalitaires? Comment on dit féministe en persan? Je sais même plus. Féministe. Ça existe? Bien sûr que ça existe. Ouais. Ma mère en était une. Elle l'est toujours. Et au passage, on revient en France, en Europe, dans la démocratie, la cancel culture, le wokisme, l'indigénisme, l'intersectionnalité, ça vous inspire quoi? Ça m'inspire beaucoup de crainte. Ça m'inspire. Pour moi, vous savez, là, c'est la victoire des illettrés. C'est la victoire des facilités. Tout ce qui est le Wokistan. Moi, j'appelle ça cette espèce de Wokistan. Vous savez, là, en 2019, on a appris, grâce à Radio-Canada, il y a une quinzaine de jours, qu'il y avait eu une cérémonie de purification par la flamme dans une cour d'école. Ça consiste en quoi? C'est un autodafé. C'est-à-dire, on prend des livres pour enfants, donc Tintin en Amérique, Le Temple du Soleil, un petit Lucky Luke qui passe, et même des livres écrits par des autochtones qui osaient parler d'alcoolisme, des autochtones, ce qui est une plaie chez les autochtones. Donc, si on veut guérir quelque chose, il faut en parler. Ont été brûlés dans la cour d'une école parce que ce sont des livres qui sont insultants. Mais rien que le fait que dans un titre, vous avez « Conquête »,
le livre est brûlé, qu'importe son contenu, même Donc s'il dénonce la conquête. C'est le Wokistan. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la victoire des illettrés, parce que l'histoire n'est pas bien ou mal. L'histoire est. C'est que vous n'avez pas à faire votre supermarché dans l'histoire ou dans le passé. Le tout, c'est de savoir. Aucun peuple, aucun pays n'a été que merveilleux. Si vous prenez, on parle beaucoup de la colonisation, qui a été une véritable tragédie. Mais l'Empire du Mali n'a pas été un empire d'une grande tendresse. Il a tué, il a mis en esclavage, il a imposé sa langue, sa culture, sa manière de faire. L'Empire perse, s'il fallait déterminer qui a été le pire empire du monde, mais coupable je suis. Je veux dire, les Perses n'ont pas été d'une grande tendresse. C'est eux qui ont inventé même le principe du gouverneur. C'est le fameux satrape. Donc, quelque part, le mode d'emploi de la colonisation est bien donné par les Perses. Aujourd'hui, les Iraniens vont passer pour des victimes, mais ça n'a absolument pas de sens au niveau de l'histoire. Il n'y a ni victime, ni bourreau. Il y a une histoire qui s'impose. Il y a des hommes qui font le bien, d'autres qui font le mal. Point. Notre seul devoir, c'est de le savoir et de ne pas l'oublier. Mais on ne peut pas le changer. On revient en France, mais on retourne quelques années en arrière. En préparant cette émission, vous m'avez dit, Chalmani, que l'affaire du voile de Creil en 1989 vous avait marqué et a marqué aussi votre famille. Pourquoi ? Imaginez, on débarque en France en 85 pour fuir le voile obligatoire pour les femmes, pour donner... Mes parents ont absolument tout perdu. Pourquoi ils sont venus là? C'est pour donner un destin, des choix, des possibilités à mon frère et moi. Ça ne fait même pas 4 ans qu'on est en France. Moi, j'ai 12 ans. Et tout d'un coup, au moment de la rentrée, tombe cette affaire. C'est en février, je crois, en 80. Tombe, j'avais même pas encore 12 ans. Tombe cette affaire où des filles veulent, de mon âge, veulent volontairement porter le voile. Et vous le comprenez pas? Non, mais pas du tout. Vous êtes parti d'Iran peut-être quelque part pour fuir ça. Hein. Évidemment. Et là, vous vous dites quoi? Les barbus sont de retour, arrivent en France? C'est exactement ce qu'on s'est dit. Vous êtes dit tout quoi, ça, en précisément? plus, c'est doublé. C'était la blague, parce qu'évidemment, nous, dans la famille, ça doit se voir, on a toujours utilisé l'humour dans les situations les plus dramatiques. Et ça a été mon père qui disait, bon, bah voilà, c'est de notre faute, on les a amenés dans nos bagages. Ça a été, et depuis, on continue à en rire. On rit de plus en plus jaune, parce que, honnêtement, quand même, ce sentiment qui nous colle au cul, qui nous suivent, et c'est absolument dramatique. Moi, je n'ai jamais compris. C'est que vous êtes pratiquant, soit vous pouvez être pratiquant, mais en quoi est-ce que ça concerne l'école? En quoi est-ce que ça me concerne? Et en quoi ça concerne des cheveux? En quoi est-ce que ce symbole, qui est quand même, où qu'il soit imposé, ne dit rien d'autre que l'infériorité économique, politique, juridique, culturelle de la femme? Comment est-ce qu'on peut voir dans ce symbole, ne serait-ce qu'une liberté? Et quand on me dit, mais c'est un vêtement comme la mini-jupe ou le croc-top, vous savez, il y a eu débat. Non. Non, la vêtement couvre la nudité, le voile couvre l'âme. Elle est là la différence. Ce que disent aussi un certain nombre de féministes en France. Oui, je sais. Qui défendent le voile au nom du féminisme, au nom des droits de la femme. Oui, moi je dis, si elles parlent de choix, je leur dis d'accord, je les prends au mot. Je lui dis, vous savez quoi, le voile sera un choix le jour où il n'y aura pas une seule parcelle de terre où il sera obligatoire. Et arrêtons d'imaginer que le voile change de nature en passant les frontières. Un voile est un voile. Je veux dire, il n'est pas là, arrivé en France, il ne devient pas le même symbole que le brûler son soutien-gorge pour dire la liberté de son corps et la possession de son corps pour les femmes. Et on est bien d'accord qu'on parle aussi du problème de la femme dans toutes les religions. Totalement. Pour que nos non, mais bien sûr. soient conscients de ce dont vous parlez. Totalement. Moi, j'ai un vrai... D'ailleurs, je n'arrive pas... Alors là-dessus, je suis vraiment une universaliste et je sais qu'aujourd'hui, ça ne se fait plus. Mais moi, je ne vois aucune raison pour que ma cousine d'Iran ait moins de droits que moi sous prétexte qu'elle n'a pas pu s'exiler et qu'elle est coincée en Iran. Parce que vous avez encore de la famille en Iran. Bien sûr. Et je ne vois pas du tout pourquoi une jeune fille qui naît aujourd'hui à Jérusalem dans une famille ultra-orthodoxe n'aurait pas le droit de faire un choix contraire. Je ne vois absolument pas quelle différence entre elle et moi. Moi, je considère que toutes les femmes... C'est l'un des thèmes de débat de la société israélienne. Mais oui, et je pense que c'est extrêmement important, c'est qu'on a le droit de choisir sa vie. Moi, je crois en l'individu, je crois en l'individualisme, je crois en la singularité. Donc, il y a des gens qui choisissent de vivre une vie qui ne concerne que Dieu, qui veulent se mettre que sous le regard de Dieu, mais grand bien leur fasse. Je ne veux pas qu'ils viennent me l'imposer, ou même, j'irai plus loin, qu'ils l'imposent à leurs enfants, qu'ils donnent le choix à leurs enfants de choisir ou non cette voie-là, qui est ni plus ni moins bien qu'une autre. Alors, ça nous fait faire peut-être un parallèle avec ce qui se passe ici aujourd'hui en France. Je vous ai souvent entendu pointer à la fois les discours de droite et les discours de gauche dans le domaine peut-être de la laïcité identitaire. L'obsession identitaire à la droite de la droite, extrême droite et à l'extrême droite, et puis il y a aussi à gauche la victimisation de l'étranger. Je vous ai entendu parler de ça. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux thèses? Identitaire, victimisation de l'étranger. Écoutez, on va prendre un exemple simple. On va prendre les fameux débats sur les caricatures avec la laïcité qui est saupoudrée par-dessus. La droite, même Jacques Chirac, considérait qu'il ne faut pas insulter. Je trouve ça toujours amusant, venant de personnes de droite, qui sont censées être patriotes, qui sont censées aimer leur pays, de piétiner ainsi leur propre culture et leur propre histoire.
Le blasphème, la caricature, n'est pas innocente en France. Elle s'inscrit dans une histoire de libération. Elle s'inscrit dans la destruction systématique du pouvoir absolutiste. Faire une caricature, c'était vraiment s'opposer brutalement au pouvoir, qu'il soit religieux, qu'il soit monarchique. Ça a un sens. Il court dans la culture française. L'une des premières lois qui a été votée au moment d'après-révolution, c'était ce fameux droit au blasphème qui avait torturé tellement de jeunes hommes et de jeunes femmes. Donc c'est peu dire que c'était important. Le parallèle à faire entre les deux. Avec la gauche, alors la gauche est tombée dans un espèce de mélasse. Moi, je viens de cette gauche-là, c'est d'autant plus douloureux. C'est qu'elle a perdu ses prolétaires, ou elle a fait exprès de les perdre. Elle a trouvé effectivement les musulmans, ce qui n'a pas de sens. Quand on parle des Qataris ou des Saoudiens, ce ne sont pas des gens dominés. Et on poursuit d'abord sur l'obsession à droite, obsession identitaire, Avenue Chalamani, que l'on retrouve donc chez Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous inspire le cas Zemmour? Et puis aussi, comment vous expliquez que le nom d'Éric Zemmour fasse vendre, soit aussi vendeur? C'est incroyable ce qui se passe là. Moi, je trouve même ça, je vous l'ai dit au début, je suis pour le débat, je suis pour tout mettre sur la table, je déteste ce qui est tu, c'est dû certainement à mon enfance où tout devait être tu. Il faut qu'on parle. Zemmour, comme intervenant public, est indispensable, justement. Si vous n'arrivez pas à lui répondre, eh ben, cherchez d'autres arguments, soyez plus malin. S'il a le dernier mot, c'est bien qu'en face, vous manquez d'arguments. Mais ça dit quoi, Par contre, là, aujourd'hui, Zemmour, aujourd'hui, Zemmour, alors ça dit la même chose que, vous savez, tous ces, j'allais dire, saltimbanques, parce que je suis aussi une saltimbanque en étant écrivain, pas du tout méprisant, qui accèdent au pouvoir parce qu'on a tellement tapé sur les politiques qu'il ne nous reste plus que les saltimbanques pour avoir le sentiment d'avoir quelque chose de l'ordre de la vérité. Moi, j'ai beaucoup de... Là, Éric Zemmour commence à sortir ses programmes. Moi, cette idée de prénom, je m'appelle Abnouche, je suis née en Iran. Qu'on me dise que mon prénom n'est pas légitime alors que je n'ai même pas la double nationalité, que je suis particulièrement française, est insultant. Que après, insultant, raciste. J'aime pas utiliser ce mot, je ne sais pas si c'est raciste, mais en tout cas, il révèle de quelque chose qui me débecte, et on en a parlé il n'y a pas très longtemps, là, ensemble, c'est la pureté. Cette idée de pureté qu'il faut laver plus que blanc, que d'avoir le prénom qui va avec les idées et tout, non. Moi, j'aime la singularité, c'est pas le problème. Après, que ce soit un symptôme, je constate que dans ma famille, les enfants de la deuxième génération nés en France, la question ne se posait même pas, on leur donnait des prénoms français. Mais on n'y pense même pas. Mais il n'y a rien à imposer, il faut choisir. Il n'y a rien à imposer, il faut choisir. Et alors là, le fait d'être enterré, je suis désolée. Anthropologiquement, c'est vrai. On est de là où on est enterré. Moi, j'ai un grand-père enterré ici. Là, je ne peux pas. On précise les choses, c'est que Éric Zemmour, dans son livre, fait un parallèle entre les parents de Mera et les parents de ses enfants juifs de Toulouse qui ont été assassinés par lui parce qu'ils étaient juifs. Et il dit, en gros, Mera s'est fait enterrer en Algérie, les enfants juifs, les enfants Sennler et leur père ont été enterrés à Jérusalem, donc quelque part, ce ne sont pas des Français. C'est terrible de dire une chose pareille. Moi, ça m'a vraiment... Alors là, j'ai vraiment décroché, ça m'a vraiment gêné pour deux raisons. Je peux même comprendre que ces enfants soient enterrés en Israël du fait que peut-être, effectivement, c'est plus que légitime, les parents avaient peut-être pas envie de retrouver des croix gammées sur la tombe de leurs enfants. C'est la raison qu'ils ont invoquée. Et d'ailleurs, la maman d'Ilan Halimi, pareil. Je ne voulais pas que la tombe de mon fils soit profanée. Vous avez vu ce qui est arrivé à la stèle pour Simone Veil. Vous savez combien de fois en 4 semaines? C'est du délire. Donc ça, c'est vraiment dérangeant. Là, Zemmour commence à tomber dans un délire de pureté. Et ça, je suis désolée, moi, pureté, tout ce truc d'uniformisation, tout ce côté, si vous ne pensez pas comme moi, si vous n'êtes pas français, Quand vous dites pureté, ça éveille quelque part. Quelque chose, la pureté de la race. C'est ça que vous voulez dire? Je ne peux pas. On est d'accord. Et là, c'est vraiment ma limite. Voilà. On va rapidement sur Mélenchon, quand il dit, et ça correspond à ce que vous dites sur la victimisation des étrangers à gauche, qu'il y a dans ce pays une haine des musulmans déguisée en laïcité. Après, on parlera de votre éloge du métèque. C'est dans 2 phrases. Vous savez, Mélenchon, c'est quand même extraordinaire. Il fait exactement la même chose qu'Erdogan. Il n'utilise pas le mot islamiste. Il n'utilise que le terme musulman. L'amalgame vient d'Erdogan comme de Mélenchon. Comment est-ce qu'on peut imaginer que des citoyens français d'obédience musulmane sont les mêmes que des islamistes, c'est-à-dire que des gens qui tuent? Et puis, c'est une jeune femme d'obédience musulmane qui le dit. Non mais c'est quand même hallucinant. Non mais moi je trouve que je viens d'une famille musulmane, que je sois pas pratiquante, que je sois athée, est une réalité. Mais enfin, j'ai dans ma famille des gens pratiquants, des gens qui tiennent en plus à cette pratique-là. Mais je ne les insulterai jamais en les réduisant d'être que des islamistes. Les Français ne détestent pas les musulmans. Et en plus, j'adore parce qu'il y a des gens confondent, disent les Français détestent les Arabes. Enfin, il se trouve qu'il y a des Arabes chrétiens. Il n'y a pas que des Arabes musulmans. Donc ces espèces d'erreurs, c'est monstrueux. Les islamistes, c'est de la politique. Ils ont un programme précis qui est à l'opposé de ce que peut être la République, de ce que peut être la société française. C'est tout. Mélenchon, là-dessus, c'est criminel ce qu'il fait. Criminel. Alors,
On poursuit sur votre livre, Éloge du Métèque, vous l'avez publié en 2019, c'était chez Grasset, je crois. Exactement. Et vous y rendez notamment hommage à Salman Rushdie, à Romain Gary, au peintre Modigliani ou à Ava Gardner. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, tous ces métèques? C'est quoi les métèques et vous sentez métèque? Oui, totalement. Je suis une métèque française. Un métèque est une liberté qui flotte. C'est-à-dire que non seulement un métèque est en rupture avec son pays d'origine, puisqu'il l'a quitté, mais il est aussi en rupture avec sa communauté d'origine artificiellement constituée dans son pays d'adoption. C'est exactement le point commun. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le métèque, du fait de cette place inconfortable, de cul entre deux chaises, du fait que ça soit une liberté qui flotte, eh ben, c'est ça qui devient la source, j'allais dire, de sa créativité. C'est ça qui devient la source même de son amour pour son pays d'adoption. Et comme il a cette espèce de recul inévitable vis-à-vis de son adoption, de son pays d'adoption, je trouve que c'est là justement où il peut voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Le roi des métèques, c'est quand même Hérode, l'un des plus grands rois de Jérusalem, je rappelle, qui était de père converti au judaïsme et de mère arabe. Le frère d'Hérode s'appelait Fessal, quand même, qui était le roi de Judée. C'est quand même extraordinaire. Je veux dire, et on lui a reproché le petit-fils. Vous expliquez que le métèque, ça remonte à des millénaires. Mais bien sûr. Mais pour moi, le premier des métèques, c'est effectivement les premiers juifs, les vagabonds, qui se sont installés à Jérusalem et qu'on appelait les vagabonds, qui sont venus s'installer là. Et c'est pour ça que juif métèque, chez Romain Gary, se confond énormément. Mais pour moi, c'est une longue histoire qui tient sa source, j'allais dire, dans le début de l'histoire Romain Gary des hommes. disait, je suis à la fois juif et d'origine tartare. C'est ça, exactement. Voilà. Vous savez, métèque dit absolument tous les morceaux dont est fait l'exilé. Seulement la différence, j'allais dire, pourquoi j'utilise ce terme, c'est qu'il a choisi d'être un être difforme, mais libre. Et c'est vrai. Modigliani est ça. Soutine, qui est l'un de mes préférés, juif, qui a vécu en France. Soutine, c'est pareil. Ava Gardner l'a attrapé. Salman Rushdie, un de mes plus grands héros qui puisse exister. Et d'ailleurs, on oublie toujours les versets sataniques, ont tellement été réduits au blasphème. Les versets sataniques, je pourrais dire, c'est le premier éloge du métèque. Si vous voulez comprendre quelque chose au métèque, il faut lire les versets sataniques. C'est d'une beauté. La langue est sublime, mais les idées qui s'entrechoquent sont extraordinaires. Verset satanique, amour et mort aussi. Chez le métèque, il y a un rapport à l'amour, qui est... On vit avec nos morts. Voilà. Mais pour une seule raison. Nos morts qui ne sont pas là. Voilà. C'est que le fait d'être exilé, vous voyez, moi, j'ai jamais pu aller sur la tombe de mon grand-père Soufi, qui est resté en Iran, que je n'ai même pas vu mourir, à qui j'ai pas pu tenir la main, que je n'ai jamais revu après l'exil. Je ne peux pas avoir accès à sa tombe. Et c'est un manque profond. Oui, et c'est très étrange, parce que le fait qu'on n'ait pas accès aux tombes, qu'on ne puisse pas aller physiquement sur les tombes, on est obligé de porter nos morts en nous. Donc on se trimballe. Moi, je parle souvent avec mon grand-père, en grand athée que je suis. Mon fond mystique ressort dans ces cas-là. Le fait qu'on porte, et je vois quand je parle avec des métèques, on a toujours à un moment ces discussions-là, c'est notre proximité avec la mort. Nos morts nous susurrent à nos oreilles parce qu'ils sont trop loin de nous physiquement. Ça veut dire, quand on vous entend, quand on vous lit, que être métèque, c'est une richesse. Être métèque, c'est quelque part aussi une liberté. Oui. Et une douleur aussi, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis aussi, il y a un humour métèque. Ah oui, évidemment, il y a un humour métèque. Il on vous entend ici. Mais vous savez, on oublie, en ce moment, il sort un nouveau livre, donc je vais le mentionner, l'un de mes grands métèques, qui est en plus, comme Rushdie est vivant, c'est Alain Finkielkraut, qui a écrit quand même en 1980, je précise la date, qui s'appelle Le Juif imaginaire, qui est peut-être l'un des livres qui m'a le plus formé intellectuellement, qui est quand même un livre où il est avec beaucoup d'humour, qui plus est, vous explique qu'il ne faut pas coller à ses origines, que lui collait à ses origines, collait à ses parents, et c'est une histoire de sa libération et des outils pour se libérer. D'ailleurs, je ne pense, l'une des caractéristiques du métèque, c'est d'avoir de l'humour. Sinon, il est foutu. Sinon, il est foutu. Le métèque doit faire les choses sérieusement, mais il ne doit surtout pas se prendre au sérieux, parce qu'il y a trop de morceaux en lui. Alors, en gros, c'est un bordel. Comment vous voulez prendre au sérieux un bordel? C'est pour ça qu'il y a un humour juif, il y a un humour polonais, il y a un humour persan. Oui, il y a un humour persan très cul. Ouais. Très cul qui peut se rapprocher de l'humour juif. C'est quoi, par exemple? Je suis un cavadossia, ça tourne toujours autour du cul. Ah bon? En vérité, c'est vrai. C'est assez impressionnant. C'est vrai? Est-ce que ça a été après une défense dans l'exil ou une défense vis-à-vis des mollahs de faire gaffe? Mais vous savez, après la... Pourquoi c'est assez drôle. Après la Révolution, je vais vous donner une anecdote qui va vous amuser. Après la Révolution islamique, les premiers pornos qui sont sortis en Iran, tournés en Iran, mettaient en scène des mollahs qui étaient des sosies de Rafsanjani, de Khomeini, etc. Comme une espèce de réflexe. Les dirigeants de l'époque. Exactement, c'est quand même assez amusant. Non, si vous voulez un extrait d'humour iranien, il faut lire Mon oncle Napoléon, qui est un livre... Alors, vous le lisez en 2 temps 3 mouvements, qui est à mourir de rire, où c'est un oncle à Téhéran qui est en train de devenir fou, il pète les plombs, et il se prend pour Napoléon. Il a une détestation des Anglais, il n'adore que Napoléon, et tout ça commence par un P. Voilà.
Après, le reste, vous allez découvrir, Après, c'est à il faut mourir lire de le rire. livre. Vous avez Chiralchi, le boucher. Vous avez sa femme qui est une Marie couche-toi là. Vous avez son mari qui est un boucher et l'oncle qui essaye de se planquer. Et pour dire sodomie, on dit voyage à Los Angeles. Et pour dire par la voie naturelle, on dit voyage à Los Angeles, c'est pour en missionnaire, on va dire. Et voyage à San Francisco, c'est pour la sodomie. Il y a du cul partout, quoi. Hein. Partout. Bon, alors comment rester métèque et comment se revendiquer et peut-on se revendiquer métèque aujourd'hui? Bon, bien sûr, moi je le Ouais. fais. Tant pis Ouais. pour les autres, si ça ne plaît pas, tant pis. C'est un mot que je trouve poétique, c'est un mot... Quand je dis ce mot-là, se dresse derrière moi tous ces personnages réels ou fictifs qui m'ont aidé à faire la vie. Moi, quand je dis ça, Hérode apparaît là, Finky apparaît là, Rushdie apparaît par ici, Ava Gardner, Esmeralda de Victor Hugo. Je suis quand même extrêmement bien entourée, non? Et d'ailleurs, quand vous parlez de métèque, hein, me revient le souvenir d'un ami cher qui a disparu aujourd'hui, Patrick Devedjian, qui concluait les messages qu'il m'envoyait. La bise du métèque. Bah voilà. Hein, Mais voilà. Mais c'est exactement ça. Entre métèques, on se comprend. Mais voilà. oui, et c'est vrai que je suis contente parce que depuis la sortie du livre, beaucoup de gens m'écrivent de toute origine, et c'est absolument merveilleux, en disant qu'ils n'arrivaient pas à se définir parce qu'ils étaient coincés et que, répéter, oui, enfin, je suis un peu des deux, c'est un peu l'impression de toujours donner une explication texte, paf, métèque, ça résume, c'est plein d'espoir, c'est extrêmement noble. Voilà, créons une noblesse des métèques. C'est parce que aussi, parce que le métèque est en rupture aussi. Toujours. Hein, en rupture, mais en rupture avec qui, avec quoi? Avec tout. Hein? C'est-à-dire que je pense, et c'est peut-être de là que vient cette légère douleur, mais personne n'a jamais dit que la vie était facile. Hein. Je pense que c'est cette espèce de rupture, c'est aussi une manière pour lui de se sentir vivant. Il a besoin, c'est-à-dire il n'est jamais confortable quand, vous savez, la mer est calme. Disons que s'il fallait, ça ne serait pas la Méditerranée, ça serait plutôt l'Atlantique, ça serait plutôt la mer qui vient s'éclater sur les rochers. Il est en rupture parce qu'il est né d'une rupture. Donc quelque part, il va chercher cette rupture-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il a un œil différent, qu'il a toujours ce petit pas de côté et qu'il voit le même événement différemment, parce que de toute façon, ses lunettes sont différentes des ceux des autres. Et alors métèque toujours, d'ailleurs, le mot métèque, même si on remonte à des millénaires, c'est un mot qui est connoté, qui est devenu une insulte depuis Maurras. Exactement, Maurras en a fait une insulte, a réduit absolument tout ce qui n'était pas français au métèque, et c'est bien pour ça, je pense, qu'il faut se réapproprier ce mot, parce que après Maurras, il y a eu quand même Moustaki, quoi. Donc c'est quand même pas rien, et c'est le moment, et je préfère métèque, vous savez, maintenant, on devient immigré, migrant, nanana. Je dis, mais voilà, soit vous êtes un exilé, soit vous êtes un métèque, mais arrêtez d'aller... Je trouve que dans migrants et immigrés, il y a beaucoup trop de victimisation. Alors que merde, il faut quand même le dire. Je veux dire, pour moi, ça a été une chance. Je veux dire, je n'aurais pas été libre si j'étais restée d'être une métèque. Je n'aurais pas été libre si j'étais restée en Iran. Et alors, et comment vous expliquez? On est tous métèques. Hein, bah oui, on est tous. En plus, le pire, c'est ça. Quelque part, la plupart des Français sont métèques. C'est ça. Et alors, pourquoi ces guerres entre métèques? Intercommunautaire, ça c'est à cause de la victimisation. Vous savez, on a l'exemple absolu, on a les États-Unis qui depuis 50 ans créent cette discrimination positive et tout. On se retrouve avec quoi? Avec des communautés qui commencent à être dans une espèce de concurrence victimaire. Et vous voyez les Asiatiques. La communauté asiatique aux États-Unis qui est déjà particulièrement en but au racisme, mais pas seulement. C'est-à-dire que quand on regarde, même en termes de revenus, les Américains d'origine asiatique gagnent plus que les Américains d'origine américaine. Et plus que c'est quand même étonnant. Et quand on regarde au niveau des études, ils réussissent mieux les études. Et c'est exactement le même chiffre en Europe, en Occident. Les Asiatiques, globalement, est-ce que vous avez l'impression qu'ils perdent leur culture, qu'ils ont perdu leur... Mais ça n'a rien à voir. Voilà des métèques qui ont exactement compris. Ils gardent leur culture d'origine qui permet d'enrichir. Et ils s'imprègnent, et ils réussissent, et ils étudient. Ils ont une espèce de respect du savoir, un respect de l'étude, et c'est ça qui explique qu'ils réussissent absolument partout. Alors, ce qui nous conduit, nous, chez Almani, à parler de l'antisémitisme. Au centre aussi de vos combats contre l'antisémitisme, pour la liberté, contre l'antisémitisme, contre l'islamisme, ainsi de suite. Et je crois, j'en suis même certain, que le massacre de ces enfants juifs de l'école Ozarata, dont on a parlé il y a quelques instants, donc Ozarator à Toulouse en 2012, a été l'un des chocs de votre vie. C'est ça qui m'a... Il y avait mon oncle qui était à l'hôpital au moment, juste au moment de la tuerie dans l'école juive de Toulouse. Et c'est ça qui a enclenché l'écriture de mon premier livre, de Khomeini, Saad et moi. Là, tout d'un coup, c'est devenu fondamental que je rentre dans l'espace public et que je m'approprie ce sujet. Je veux dire, je ne cesserai jamais de le répéter. On a quand même un jeune homme qui a couru après une petite fille de 8 ans et qui lui a tiré une balle dans la tête à bout touchant. Et je vois bien on dit toujours à bout portant. C'était pas à bout portant, à bout touchant. C'est-à-dire qu'il a regardé, c'est-à-dire qu'il a posé l'arme sur sa tempe. J'ai fait des études d'histoire.
En Iran, mon grand-père a découvert la Shoah. Je n'étais pas encore née. Il en a parlé avec mon père. On lui avait parlé. Il dit, mais tu crois que c'est vrai? Ah oui. Et un libraire lui avait donné un livre. Il a découvert ça. C'est resté chez nous quelque chose de très important. Vraiment. C'est une espèce de transmission. C'est que donc ça veut dire dans les années 60, 70. Oui, j'étais dans les années 60. Je n'étais pas encore, évidemment, je suis née en 77. Donc, et mon père m'a raconté cette histoire après le décès de mon grand-père. Et il disait, c'est amusant parce qu'il n'a jamais forcé mon père. Mais je pense qu'on a cette culture-là. Parce que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste est peut-être un événement qui devrait tous nous faire nous rendre compte de notre humanité. C'est quand même... Moi, j'ai évidemment, comme tout le monde, jamais plus. Ça ne doit plus jamais arriver. Mais ce qui est arrivé dans cette école, c'est un mini-holocauste. Je veux dire, des gamins, des parents sont morts parce que juifs. Tout le monde pensait que ça n'arriverait plus jamais puisqu'on avait eu cette horreur sous les yeux. Mais non, il y a encore des négationnistes. Il y a encore des gens qui refusent. Et il y a encore des gens qui refusent de voir l'antisémitisme dans le Wokistan, là, l'antisémitisme, comme participant du même racisme. Ah non, mais les juifs ont réussi, donc on ne peut pas dire qu'on est raciste avec eux quand on les pointe du doigt. Mais qu'est-ce que c'est que c'était délirant? Et alors, il faut aussi préciser, hein, par rapport aux gens qui nous écoutent, il y a l'antisémitisme, mais tous les autres racismes. Ce qui est criminel, c'est d'exclure l'antisémitisme du racisme ou de considérer qu'un racisme serait plus grave qu'un autre. Non, mais tout rejet de l'être humain sur la base de sa naissance, de son sexe, de sa couleur de peau, de sa religion, est un crime contre l'humanité, pointe à la ligne. Mais là, de plus en plus, il y a cette petite musique qui tend à mettre la communauté juive de côté en disant « ça compte pas ». Et alors, est-ce qu'il est juste de dire que cette proximité entre une partie de la gauche et l'islam politique, peut-être ce que vous appelez le Wokistan, je ne sais pas, ont favorisé la montée de l'antisémitisme, un antisémitisme qui n'est plus seulement l'apanage de l'extrême droite, mais qui est accompagné aussi par l'extrême gauche ou la gauche de la gauche, par, c'est ce que Manuel Valls disait ici dès 2012, par une haine d'Israël. Comment on est assez étonnant. Arrivé là? Alors c'est assez surprenant parce qu'effectivement vous avez totalement raison, il s'est passé cette chose, mais vous savez c'est arrivé au moment où Israël a eu des victoires militaires. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, tout d'un coup, les Juifs ayant créé Israël, ils se sont retrouvés là, ils ont enchaîné les victoires militaires et tout d'un coup pour la gauche, ce n'était plus confortable de soutenir des gens qui n'étaient plus officiellement, qui ne casaient plus toutes les cases du quelque part, c'est du néocolonialisme. Hein. Oui, c'est ça. C'est quand même très étrange. C'est la blessure de l'Algérie pour la France. Mais c'est quand même très, très étrange, ce nouvel antisémitisme. Mais vous savez, il suffit de prendre ce qui s'est passé au Labour, en Grande-Bretagne. Je veux dire, qui a été gangréné par un antisémite, Jeremy Corbyn, en premier lieu. C'est-à-dire le dirigeant du Labour était clairement antisémite. Et on a entendu on va pas y revenir, ce que disait Mélenchon à l'époque. Alors, Israël, Amnouchi Almani, justement, on sent chez vous une attirance pour Israël. Hein pourquoi? J'ai appris Israël à l'école, moi, quand j'étais petite, en Iran, même sous les mollahs. Il faut quand même retenir ces détails-là. Je veux dire, en Iran, tous les petits écoliers apprennent que Cyrus a libéré les Juifs de Babylone et a financé, et après avec sa descendance, la construction du Second Temple. Il y a une proximité, j'allais dire géographique, il y a une proximité physique, bêtement. Dans la rue, je peux confondre des physiques avec des Iraniens. Moi, ma grand-mère, qui était atteinte d'un cancer des seins, s'est fait soigner en Israël avant la révolution des mollahs. J'ai encore des vêtements made in Israël que ma tante allait acheter le week-end quand elle partait. Il y avait un vol direct. Enfin, donc, c'est des vêtements qui ont 40 ans? Mais oui, et ça tient. C'est super étonnant. J'adore. À l'époque, on savait quand même faire des vêtements. C'est vraiment surprenant. Et encore, je redécouvre, parce qu'on fait très attention à nos vêtements. On aime beaucoup ça. Non, il y a une véritable proximité. Vous savez, on est là aujourd'hui dans le féminisme. Hein, mon Dieu, les femmes dirigeantes. Et on oublie Golda au début des années 70. Hein. Sans borne, et qu'il y a eu cette phrase que je trouve que faudrait qu'on se rappelle tous les jours, quand elle disait qu'Israël est un pays comme un autre avec ses traîtres et ses assassins. Et je pense qu'elle a totalement raison, et qu'il faut normaliser Israël, c'est-à-dire qu'Israël est légitime en tant que pays, mais que comme je me réserve le droit de critiquer le gouvernement français, je me donne le droit de critiquer les gouvernements israéliens. Et d'ailleurs, Ben Gurion, à peu près à la même époque, disait Israël sera un pays normal quand il y aura des prostituées et des criminels. Enfin, Ben Gurion, quel grand homme. Enfin voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. L'un des visionnaires du siècle. Vous voulez que je vous dise, peut-être que je me dis que peut-être de mon vivant, je ne verrai jamais les mollahs partir d'Iran. Et donc à un moment, j'aurai besoin quand même de ressentir, de retrouver le goût de la clémentine de mon enfance et des odeurs de mon enfance, et qu'il ne me restera plus qu'Israël pour retrouver un peu de mon enfance. Ouais. Mais alors justement, vous disiez à l'instant, ce qui ne vous empêche pas de considérer que la paix entre Israéliens et Palestiniens est essentielle, de critiquer aussi la politique ou des gouvernements israéliens. On peut se sentir attiré par Israël et puis avoir aussi une... Comme pour n'importe quel pays. Voilà. Je veux dire, je trouve que les États-Unis sont un pays absolument passionnant. Je veux dire, j'ai pas moins aimé les Américains
où j'ai refusé d'aimer les Américains parce que Trump était au pouvoir. Parce que maintenant, j'ai critiqué Trump et je critique d'ailleurs Biden aussi, mais l'un n'empêche pas l'autre. Tout ça, il n'y a qu'avec Israël où il y a cette spécificité-là quand même. C'est quand même un petit peu étrange. Bien sûr qu'il faut critiquer. Mais vous savez, je me donne aussi le droit de critiquer l'autorité palestinienne moribonde, Mahmoud Abbas, l'absence d'élection. Oui, c'est ce qu'on vous a entendu dire au moment du dernier conflit de Gaza. C'est une évidence. Et alors, vous parlez de la clémentine de votre pays et Israël. Donc, Israël, vous pouvez y aller, en Iran, vous ne pouvez pas y aller. Non. Avec aussi chez vous des souvenirs d'enfance, des souvenirs familiaux dont vous avez parlé, liés à cette proximité passée entre Israël et l'Iran. Cette proximité entre Israël et l'Iran, ça vous manque, hein? Est-ce que ça peut renaître, hein? Moi, je vais vous dire, sincèrement, le fond de ma pensée, alors évidemment, je vais aller en contre-courant. Je trouve ça merveilleux qu'Israël normalise ses rapports avec les États arabes, qui de toute façon le font avec le Maroc, les accords d'Abraham depuis un an, avec les Émiratis et avec le Soudan. Je trouve ça très bien pour la sécurité d'Israël, mais sachant que c'est du donnant-donnant. C'est pas par amour pour l'État israélien, c'est qu'ils ont besoin de la haute technologie israélienne. Effectivement, Israël est un pays, l'une des grandes réussites de ce pays-là, c'est effectivement dans la haute technologie. Donc ça, c'est une évidence. Mais je pense que l'avenir, la pérennité d'Israël passe par la signature d'un accord de paix et de collaboration avec l'Iran. Ces deux pays sont deux grandes civilisations qui, depuis Cyrus, se regardent, se tendent la main et qui ont beaucoup encore à dire et beaucoup à construire pour demain. Et là, la paix sera certaine. Et on espère que l'avenir vous donnera raison. Oui. Hein? Moi aussi. Merci en tout cas, Michel Mani, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin de journée sur Radio J. À dimanche prochain. Merci.